Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Au menu du rendez-vous d'aujourd'hui, nous marquerons une halte sur la situation sécuritaire du Burkina, marquée, vous le savez, par des attaques à répétition qui transforment peu à peu la région de l'Est en une zone hautement dangereuse, un espace de non-droit où opèrent des individus armés non identifiés et qui s'en prennent jour après jour à nos forces de défense et de sécurité. Nous évoquerons également dans cette émission le déplacement que vient d'effectuer le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en République de Chine. Et pour ce faire, je salue la présence du colonel Jean-Pierre Bayala sur le plateau de Périscope ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ancien officier de gendarmerie et magistrat, colonel à la retraite, Jean-Pierre Bayala est aujourd'hui consultant indépendant et pluridisciplinaire en réforme des systèmes de sécurité, justice, armée et police. Merci d'avoir accepté notre invitation. Périscope ce soir, c'est également l'affaire de Raymond-Édouard Ouédraogo, journaliste de son État et fier de le rester. Monsieur Ouédraogo, ancien ministre de l'Information, ancien gouverneur, mais également ancien ambassadeur du Burkina en République populaire de Chine, est un habitué de notre plateau. Bonsoir Monsieur Ouédraogo et merci pour votre fidélité. Bonsoir Serge. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors en deux mots, et comme vous êtes toujours resté journaliste dans l'âme et que je le sais, comment le journaliste vit-il et analyse-t-il la situation sécuritaire du Burkina aujourd'hui? Vous voulez juste un mot? Deux mots. Deux mots. Très préoccupante. Très préoccupante. Et Oui. qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en sortir. Il faut s'en préoccuper. Ah oui, il faut s'en préoccuper, il faut s'en sortir. Je pense qu'on s'en préoccupe. Maintenant, il faut s'en sortir et il faut en sortir. Il faut en sortir, c'est pourquoi nous avons invité le colonel Bayala. Vous êtes ce qu'on pourrait qualifier de grosse pointure dans le domaine de la sécurité, non seulement au Burkina, mais également en Afrique et dans le monde. Commandant de groupement, commandant de légion de gendarmerie, préfet, maire, officier d'état-major, vous êtes le père fondateur de la justice militaire que vous avez dirigée de 1992 à 1997. Au plan international, vous avez été, entre autres, membre de la mission des Nations Unies au Tchad et en République centrafricaine, expert pluridisciplinaire du secrétariat du comité de suivi de la réforme de la police nationale congolaise, mais aussi coordonnateur de la MONUC, entendez, mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, chargé de la réforme de la police nationale congolaise. Et bien plus, vous êtes épinglé, colonel Bayala, sur la short list des experts du Centre régional des Nations Unies sur le désarmement et la paix, UNREC. Je devrais m'arrêter là, mais je dois tout de même ajouter que vous êtes en outre auteur de nombreuses publications, dont notamment la réforme des systèmes de sécurité et de justice en Afrique francophone, cas du Burkina Faso, paru en 2010, mais également d'un rapport de l'étude sur les défis liés à la sécurité dans les régions du Sahel et du nord du Burkina Faso, publié en 2012 de concert avec Kassoum Kambou et Martial Wilfried Bassolé. En deux mots, colonel, quels sont les défis liés à la sécurité au Burkina Faso, tels que révélés par l'étude dont je viens de faire état? Merci d'abord pour l'invitation. Mais si vous permettez, pour le militaire que je reste, d'observer une minute de silence en mémoire de ses compagnons. En mémoire de vos frères d'armes qui sont disparus, qui ont disparu. Qui ont disparu. Bien, merci. Je crois que j'ai eu l'honneur, comme vous le dites bien, de conduire une étude avec les camarades précités relative à la zone du Nord et du Sahel, à la demande de l'Union européenne. Et cela, c'était justement une approche en vue de mesurer les impacts possibles de l'attaque du Mali sur le Burkina Faso. Et cela s'inscrivait dans une logique d'approche parce qu'au niveau de l'Union européenne, une étude avait été faite, je dirais malheureusement de façon parcellaire, et qui avait dénombré un certain nombre de risques, de conséquences sur le Burkina Faso. En reprenant cette étude pour mieux la compléter, nous avons abouti à la conclusion qu'il ne s'agissait pas de risques en réalité, tellement les défis sont grands,
mais il s'agissait de menaces, parce que le risque en la matière est une probabilité. Nous n'étions plus dans des probabilités, nous étions dans un schéma de menaces qui pouvait d'un moment à l'autre se concrétiser. Et cela s'est concrétisé? Bien sûr que cela s'est concrétisé par les premières attaques que vous connaissez, par l'enlèvement au niveau de Tombao. Ensuite, les attaques qui ont commencé et qui aujourd'hui continuent justement de frapper, le Burkina, et de continuer jusque dans la région de l'Est. Jusque dans la région de l'Est, ce qui est loin de s'inscrire dans une manœuvre de diversion, mais plutôt dans une logique d'occupation de l'ensemble du pays. Alors, on en parlera tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Et restez calés sur le 44e numéro de votre émission Périscope. Après avoir longtemps écumé les régions du Nord et du Sahel, des individus armés, souvent non identifiés, s'en prennent depuis quelques mois à la région de l'Est du Burkina. Ce mois d'août 2018 aura été particulièrement meurtrier, avec au moins 10 personnes tuées dans des attaques récurrentes qui ciblent les postes tenus par les forces de défense et de sécurité. Le moins que l'on puisse dire en tout cas, c'est que, qu'on soit du Nord, du Sahel, de l'Est ou même de quelque autre région du pays, c'est que le Burkina a mal à sa sécurité. Comment expliquer que subitement, ce que l'on qualifie de terroristes s'en prennent ainsi avec une récurrence effroyable aux forces de défense et de sécurité? Raymond Edouard Ouedraogo. Est-ce qu'il y a une explication? Très certainement. Mais est-ce qu'au moment où nous parlons, il y a véritablement des indices qui nous permettent d'orienter nos recherches sur un terrain plutôt que sur un autre, puisque nous avons la chance d'avoir l'expert Bayala avec nous, peut-être que nous en saurons davantage. Mais pour les catéchumènes en matière de sécurité que je suis, simplement parce que je suis guidé par le bon sens, j'ai déjà entendu, je crois, ces choses-là de la bouche de responsables. Nous sommes en guerre. Et dans cette situation, il va falloir effectivement que nous sonnions l'Alali et que la mobilisation soit plus forte, que les populations, les Burkinabés dans leur ensemble, puissent donc se montrer plus solidaires des forces de défense et de sécurité, parce que visiblement, qu'est-ce qu'on recherche? Si les forces de défense et de sécurité sont affaiblies, ces mêmes forces qui ont la charge régalienne de protéger et les personnes et les biens, donc le pays, on ne sait véritablement pas à quel sein on va se vouer par la suite. Donc véritablement, je pense que nous sommes dans une situation vraiment préoccupante. Ceci étant, il faut que véritablement triomphe se manifeste, et ce triomphe-là sera collectif ou ne le sera peut-être pas. Alors, colonel Bayala, cette situation procède-t-elle d'une stratégie mûrie, réfléchie, bien pensée? Il faut souligner, comme le dit c'est le ministre, il faut dire que la situation est très préoccupante. Elle est d'autant plus préoccupante que personne n'était préparé à cela. Et comme il le dit si bien, personnellement, je me refuse d'inscrire la situation actuelle sur une seule facette, à savoir parler de terrorisme en termes doctrinaux, en termes confessionnels. Les facteurs, les causes sont multiples. Nous avions conclu l'étude sur le Sahel en disant que le Burkina remplissait les mêmes conditions d'attaque que le Mali. Et que par conséquent, les choses étaient inévitables. Très rapidement, quelles sont ces conditions? Quelles étaient ces conditions que vous remplissez? Mais ces conditions, c'est que la région concernée présentait beaucoup de défis. Le sentiment d'abandon des populations dans cette région, la pauvreté, l'ignorance, la question même de présence d'État, la couverture
sécuritaire, il y avait donc un ensemble d'éléments qui pouvaient faire penser qu'après le Mali, il y avait des forts risques sur le Burkina. Donc il y avait de forts risques. Est-ce que le changement de régime, entre-temps, a favorisé ou amplifié ces risques? Mais forcément, vous savez que nous avons eu plus ou moins le malheur d'abriter certains acteurs de cette guerre du Mali. Le groupe Dag Agali avait pion sur rue au Burkina, vous le savez bien. Ah oui, il roulait, mon colonel, c'est ça, comme vous le dites si bien. Il roulait carrosse ici à Ouagadougou et froutait Bazin. Mais il aurait dû alors témoigner de la reconnaissance pour le pays qu'il avait hébergé. Ah oui, mais de toute façon, est-ce que ces gens véritablement qui avaient pion sur rue à Ouagadougou et ailleurs, avaient été les invités officiels du peuple burkinabé? C'est ça la question de fond. Les gens étaient là. Et je parle sous son contrôle certainement, mais vous savez que dans ces opérations-là, mais on retrouve un peu de tout. On retrouve un peu de tout, du trafic de drogue, disons des trafics divers. Et véritablement, ces gens-là ont travaillé la main dans la main avec le système d'alors, et ce qui devait arriver arriva, puisque dès le lendemain de l'insurrection populaire d'octobre 2014, il est évident que les privilèges dont bénéficiaient tous ces princes enturbanés, s'ils n'avaient pas disparu, étaient quand même réduits, je parle des privilèges, à leur plus simple expression. Résultat, ce qui devait donc arriver arriva. Ce qui devait arriver, vous l'avez souligné tout à l'heure, colonel, est-ce que ça veut dire que nous ne faisons pas face à une menace ou à des attaques de même nature que celles qu'on a enregistrées au nord et au Sahel? Loin de là, il faut dire que la lutte qui se mène, c'est-à-dire cette guerre, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est une guerre, avec cette particularité qu'elle est atypique. Asymétrique? Elle est atypique, elle est asymétrique si vous voulez, et cela signifie qu'elle ne respecte aucune norme. Vous savez que les guerres classiques étaient suffisamment réglementées. On se déclarait la guerre après des échecs diplomatiques et chacun s'apprêtait donc à faire la guerre et il fallait la déclarer de façon officielle. Et utiliser les moyens conventionnels, les moyens autorisés. Mais là, le phénomène que nous vivons, c'est que la particularité du terrorisme, c'est de s'attaquer aux populations. On peut dire que le cas du Burkina aujourd'hui est assez particulier. Et cela amène à une analyse fort simple, c'est qu'il s'agit d'occupation d'abord territoriale. À partir de cette occupation-là, on peut donc rayonner. Et tenez-vous bien que l'objectif final, si l'on prend simplement l'État islamique, c'est de mettre l'Afrique noire et blanche sous coupe réglée de cet islamisme. Ce que vous dites est justement corroboré par Mahamoudou Savadogo, un ancien gendarme devenu chercheur à l'université de Ouagadougou et au Centre de recherche pour le développement international, qui estime dans un entretien qu'il a accordé au Monde Afrique que, je le cite, nous assistons à la naissance d'une cellule terroriste de l'Est qui devrait se donner un nom ou s'affilier à d'autres groupes prochainement. Fin de citation. C'est assez préoccupant en effet. Est-ce qu'on va laisser cela se produire, Raymond Edouard Ouedraogo? Laisser, c'est trop dire, mais je crois que véritablement, il va falloir faire face à la situation. Je présume que sur ce terrain, on s'y prépare. Il faut naturellement souhaiter que sur ce terrain-là, c'est sans doute, je crois, une technique militaire que maîtrise le colonel Bayala, mais permettez que je dise qu'il est souhaitable qu'il y ait le moins d'informations possible sur nos acquisitions, sur nos possibilités, sur les moyens qui vont être dégagés. Je me dis quelque part que
plus nous déshabillons, comme on le voit un peu sur les réseaux, plus nous nous exposons à l'ennemi. Oui, justement, on va venir à cette sortie, à cette fuite, mais le colonel, a-t-on les moyens de contrer une telle initiative? Les moyens, même si nous ne les avons pas, nous devons nous les donner. Et le premier moyen en la matière, c'est d'abord une action de tous les citoyens. Parce que la sécurité dans sa globalité est l'affaire de tout citoyen. Et dans un État, chaque individu doit être fournisseur, comme on le dit, de sécurité. Il y a d'abord cette union-là, cet élan patriotique que nous devons cultiver aujourd'hui. Malheureusement, à quoi nous assistons? Il s'agit d'une maison qui brûle et à l'intérieur de laquelle chacun va de son côté, oui, où une forte division s'installe, voire une haine entre des acteurs qui devraient être plus que jamais soudés. Quand vous parlez des acteurs qui devraient être plus que jamais soudés, vous pensez précisément à qui? À quels acteurs? Je pense d'abord au monde politique, à l'ensemble du monde politique. Donc vous trouvez que les acteurs politiques ne sont pas unis face à cette situation? Pour combattre ce phénomène, pour l'endiguer, parce que je parle rarement d'éradiquer, parce que le terrorisme, il est aussi vieux que la guerre, il est aussi vieux que le monde, et il se forme dans l'esprit des hommes. Donc c'est à ce niveau qu'il faut le combattre. Donc une transformation radicale tournée vers l'intérêt commun, l'intérêt collectif. Parce qu'aujourd'hui, on se méprend en pensant que c'est une question de régime, c'est une question militaire. Alors que non, c'est une question de préoccupation nationale, citoyenne. La diplomatie, fort heureusement, l'ambassadeur est là. La diplomatie est l'alpha et l'oméga dans la gestion des conflits. On échoue dans la négociation, dans la diplomatie, on prend les armes. À un moment donné, on se dit que ce n'est pas la solution. Oui. Parce qu'on peut vaincre sans aboutir à une consolidation de la paix, qui est du reste relative. Et on revient donc à la case départ. Après qu'on ait cessé de faire entendre le bruit des armes. Justement, ce que vous dites, les acteurs politiques doivent donc s'unir, faire front commun face à cette situation. Ce n'est pas le cas, c'est ce que vous déplorez? Ce que je constate, c'est qu'on pense que c'est une affaire d'un pouvoir en place. Non. Dès l'instant où il y a ce type de guerre-là, il faut absolument faire front commun. Faire front commun pour y aller alors. Et à ce niveau-là, vous savez que la guerre, même la guerre classique, pour remporter une guerre classique, il faut compter sur le renseignement. Sur le renseignement. Est-ce que le renseignement, je reste encore avec vous juste là, est-ce que justement le renseignement n'est pas l'un des points faibles de notre système? Naturellement, c'est l'un des points faibles puisqu'il n'y a pas une solidarité d'action. Comment faire pour créer cette solidarité d'action? Pour créer cette solidarité, il y a toute une stratégie, toute une politique qu'il faut développer. Et dont vous allez nous parler tout à l'heure. Alors, je reviens à vous, Raymond-Édouard Ouédraogo. Vous avez évoqué cette fuite que nous avons tous un peu déplorée. En effet, dans un document qui devait rester confidentiel, ce document qui s'est donc retrouvé sur les réseaux sociaux, le directeur régional de la police de l'Est souligne, pour ainsi dire, un peu l'impuissance des forces de défense et de sécurité, appelle plutôt à des mesures hardies pour faire face à la menace. D'un côté, il fait bien de tirer la sonnette confidentiellement, mais maintenant que, comme on dit, tout est dehors. Bon, vous savez, c'est malheureux ce qui est arrivé. Je n'hésiterai même pas à dire que c'est franchement abracadabrantesque. Un tel document ne pouvait pas se retrouver sur la place publique. Et j'imagine qu'avec un minimum d'intelligence, si on essaie de chercher, on doit pouvoir trouver d'où est venue cette fuite-là. Mais il me semble que les responsabilités doivent être situées parce qu'il faut disposer aussi pour l'avenir afin que de telles choses ne se reproduisent plus jamais. Je crois savoir quand même que
ces choses-là, ça rejoint un peu ce que moi je disais tantôt. Si vous ouvrez les pectoraux, si vous exposez tout face à l'ennemi, mais vous vous fragilisez, et véritablement, à partir de ce moment, la lutte, le combat va être encore beaucoup plus tenace, beaucoup plus difficile. Donc, des informations de cette nature, maintenant que c'est étalé... Maintenant que c'est étalé, comment on fait pour colmater les brèches, justement? Il n'y a pas de brèche à colmater. Ce qu'il faut simplement, c'est de considérer ça comme ça, hein, de voler au-dessus des pâquerettes, de considérer que ça, c'est devenu un lieu commun, et de revoir véritablement notre stratégie. Comme je l'ai dit, parlons peu, parlons même très peu, mais agissons beaucoup. Je crois que c'est ça qui est vraiment important. Agissons, colonel. Comment on agit face à cette situation? Vous êtes spécialiste des réformes. Je suppose qu'il y a eu un certain nombre qui ont été engagés, peut-être qu'ils ne sont pas encore complètement aboutis. Aujourd'hui, vous devez sans doute être encore dans la réflexion pour changer les choses. Il faut dire que nous traversons des situations assez délicates, mais qui devraient être source d'inspiration profonde. Lorsque vous prenez les forces de défense et de sécurité dans leur ensemble, elles ont été traversées par la Révolution, où la notion de discipline a complètement disparu. Or, la discipline est la base principale des armées. Où il faut respecter les autres sans rechignement ni murmure. Absolument. Encore que là aussi, c'est tombé en désuétude. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'obéissance réfléchie. Parce que exécuter un ordre illégal est passible de... Absolument. Vous êtes puni au même titre que celui qui vous a donné cet ordre. Donc, par ce moment-là, on change de chef de pensée, on change d'attitude, c'est-à-dire qu'on change de comportement. Et ensuite, vous avez le long régime. Tous les longs régimes sont porteurs de conséquences désastreuses en termes de paix, en termes de sécurité dans un État. Vous le verrez aujourd'hui, vous verrez que toutes ces élections en Afrique sont porteuses de germes de conflits latents. De germes de conflits latents. Absolument. Mais aujourd'hui... Bon, ensuite, il faut aller à l'insurrection. Troisième élément qui vient normalement, qui était venu pour changer l'ordre normal des choses. Est-ce que nous y sommes arrivés? Personnellement, j'ai dit dès les premières heures que nous avons fait une insurrection inachevée. Pourquoi était-elle inachevée, cette insurrection? Elle était inachevée parce que les acteurs n'ont pas eu le choix de celui qui devait prendre le pli du Burkina nouveau. Prendre la relève, en quelque sorte. Absolument. Prendre la relève, c'est un peu de l'euphémisme, à mon avis. Parce que cette relève-là, elle devrait être d'un type nouveau. Exactement. Alors que là, on est dans la continuité. Alors que là, dans la continuité, et mieux, et sinon pire, le militaire que je suis, je n'ai jamais partagé cette opinion du militaire au pouvoir, du militaire en politique. Pour la simple raison que on tient le fusil et on tient l'État. Donc il faut séparer les deux. Il faut absolument séparer les deux. Est-ce qu'on est en train d'y arriver? Ben, en train d'y arriver, il faut une volonté politique pour y arriver. Il faut clairement redéfinir le cadre où chacun, non pas devrait se cloisonner, mais devrait remplir sa fonction régalienne, et que dans le respect de ces différentes séparations de pouvoir, qui, comme le disait Rousseau, le pouvoir absolu, le pouvoir corrompt, et corrompt le pouvoir absolument. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Et en plus, il va vers la dictature. Exactement. Forcément. Alors, le colonel a parlé de l'insurrection. Est-ce que vous sentez, vous, Raymond Edouard Ouedraogo, que finalement, nous avons désarmé nos consciences de cette insurrection mania? Vous savez, il y a des choses
qu'on peut observer très facilement et vous n'avez même pas besoin d'aller regarder dans une bulle. Mais sortez dans Ouagadougou, sortez un peu partout et regardez voir les citoyens, de la manière même dont les gens circulent, dont ils violent allègrement les feux tricolores, dont ils se comportent. Lorsque vous faites même une observation très gentille à quelqu'un, vous savez, vous connaissez ce qui vous attend en retour, c'est des volets de bois vert. Donc, véritablement, je pense qu'on a raison de dire que cette introduction est inachevée. Et puis encore, elle a créé des épiphénomènes difficilement maîtrisables. Donc, véritablement, nous l'avons parfois dit lors de certains échanges, le coup de poing sur la table, il faut qu'il se manifeste. Parce qu'on ne peut pas continuer de circuler dans les villes de Burkina comme si on se trouvait à Doumbelane, au royaume des animaux. Mais alors, comment on fait pour sortir de tout ça? Enfin, il faut bien que l'insurrection soit une étape qui s'achève pour qu'on passe à autre chose, n'est-ce pas, colonel? Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut faire table rase sur cette insurrection. Qui était un moyen, moyen pour changer absolument, quelque chose. Pour transformer une société qui était en dérive. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de descente, d'abîme au regard du comportement des uns et des autres. Au regard même de... Quand vous parlez de descente aux abîmes, vous apportez également de l'eau aux moulins des politiques qui pensent que plus rien ne va parce qu'on a changé de régime. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure, pour que la situation change véritablement, il faut une volonté politique. Et la volonté politique ne signifie pas ceux qui sont au pouvoir. C'est tous ceux qui sont dans le jeu politique. Dans le jeu politique. Oui. Et savoir que lorsqu'on prétend assurer la relève, une bonne relève, on souhaite que ceux qui sont au pouvoir, naturellement, posent les jalons, posent le terreau qui va permettre justement, je ne dirais pas de parachever, parce que nous sommes dans un monde où rien n'est jamais parfait, où chacun va apporter sa pierre, et tout ça vers une convergence de paix, une convergence de vivre ensemble. Mais souhaiter que celui qui est au pouvoir, par exemple, aille droit dans le mur pour pouvoir prendre la relève, mais vous irez. Vous irez également dans le mur. Dans le mur. Ce que vous dites, c'est qu'il faut que chacun ait un minimum de correction pour accompagner au moins. Absolument. Il faut se dire qu'aujourd'hui. Parce qu'on est tous dans la même barque, en fait. Absolument. Et qu'aujourd'hui, c'est X qui est au devant des choses. Demain, ça sera Y. Demain, ce sera Y. Et pour que ça soit Y demain, ça dépend de ce que fait Y aujourd'hui. Absolument. Mais alors, on va revenir à la situation sécuritaire. Quel changement, quelle réforme faut-il opérer finalement dans notre système, dans notre dynamique pour changer les choses, pour changer la donne? Aujourd'hui, en matière de réforme, parce que reformer et réformer, ça fait deux choses, nous avons ce don généreux du comité d'aide au développement qu'on appelle la RSS, la réforme des systèmes de sécurité, qui vient rompre radicalement avec le schéma classique, c'est-à-dire le concept classique qui se ramenait tout simplement aux forces de défense, c'est-à-dire l'armée, aux forces de sécurité intérieure, à savoir la police. Et les forces paramilitaires. Et là aussi, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il faut absolument arriver à une coordination de cet ensemble-là. Et les amener à travailler ensemble, chacun ayant une mission dont la réussite dépend de l'autre. Exactement. Alors, donc ce schéma-là permet donc de prendre en compte l'ensemble de tous les acteurs potentiels de sécurité. Tous les acteurs qui peuvent fournir, quel que soit le type de sécurité. Exactement. Parce que la sécurité, elle n'est pas monopolaire. La sécurité, elle s'étale. Elle s'étale. Elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde.
Parce que vous avez dans ces facettes la sécurité alimentaire, la sécurité éducative, la sécurité environnementale. Hein. Vous avez, c'est-à-dire que partout où l'homme a des besoins, cela se traduit en termes de sécurité. Tout ce qui englobe ce qu'on a appelé à une certaine époque la sécurité humaine. Humaine, absolument. Et alors que dans le concept classique, on nous a fait longtemps croire que la sécurité et le développement sont divisibles. Alors que non. Ce n'est pas possible. C'est un tout. Ouais. On ne peut pas dissocier le développement et l'économie. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement vraiment... et sans développlement, il n'y a pas de sécurité. N'est-ce pas? Oui, mais vous savez, ce sont les deux côtés d'une même pièce. Hein. Les deux, sécurité et développement, le développement est consubstantiel à la sécurité et vice-versa. Si les deux ne fonctionnent pas en symbiose, fondamentalement, on ne peut aller nulle part. Mais c'est ça, véritablement la question de fond. Alors, oui. Justement, il faut d'abord qu'on compte sur nos propres forces pour y arriver et qu'on se batte nous-mêmes pour régler cette question. Mais il y a également des appuis qui nous sont promis et qui viennent sans doute de l'extérieur. Quelle est la place de la coopération dans cette dynamique? Ou quelle place devrait prendre la coopération dans cette dynamique? La place, j'étais en train de le dire, parce qu'on la retrouve justement dans le système, les réformes des systèmes de sécurité. À savoir que concernant les aides, il y a aujourd'hui, lorsque vous prenez la déclaration de Paris de 2010, qu'est-ce qu'elle dit? L'aide doit tuer l'aide. Or, la tendance est que l'aide renforce. L'aide continue d'entretenir l'aide. Oui. C'est pourquoi lorsque dans le schéma sécuritaire, tel que nous sommes en train de le vivre, le concept sécuritaire doit être national. Okay. Même si il se fait, il se réalise avec l'apport technique extérieur, il faut que ce concept-là soit l'affaire des nationaux, c'est-à-dire des bénéficiaires. C'est-à-dire par le canal, par exemple, de formation. Au début de cette année, la Russie a conclu avec le Burkina un accord cadre de coopération qui inclut la lutte contre le terrorisme, notamment à travers une participation de la Russie à la formation des militaires burkinabés. Oui. Vous qui êtes spécialiste de ces questions-là, c'est une bonne nouvelle. Ben, en termes de formation, c'est toujours une bonne nouvelle. Encore que une formation, on ne vient pas l'appliquer à la lettre. Dans l'armée, chez le militaire, on dit que le terrain guide l'action. Le terrain qui commande aussi. Absolument. Donc, il faut absolument... Ça veut dire qu'il faut que la formation se passe in situ. Absolument, pas forcément, mais il faut qu'elle soit adaptée. Il faut l'adapter et dès cet instant-là, vous pouvez même de l'améliorer. Ce que je dis souvent en termes de réforme des systèmes de sécurité, c'est que cette aide qu'on vous amène, ce concept qu'on vous apporte là, c'est comme une plante. Prenez le bananier, allez le mettre au sommet du Kilimandjaro, c'est seulement pas pour... Absolument pas. Donc il faut l'entretenir. il faut l'adapter. Alors, et s'agissant du caractère local de l'appropriation, je vais vous donner l'exemple du régime de Maurice Yamewo. En son temps, il a réalisé des barrages un peu partout, mais les populations n'avaient pas demandé de barrages. Oui. Beaucoup les ont considérés comme des barrages du blanc. C'est ça. Mais si l'on se renvoie à l'expérience des 6S à Wayuya, par le regretté Lédéa Bernard, Feu Bernard Lédéa, mais les populations transportaient la terre sur la tête, les pierres pour construire des retenues d'eau. Parce que on leur a expliqué, ils ont compris que c'est par eux-mêmes, qui sont les demandeurs. Ils savent ce qu'il faut en faire. Autrement dit, on ne mobilise, on ne motive l'individu
que sur la base de ses intérêts. Oui. Alors, toujours dans le domaine de la coopération, hein, la République populaire de Chine, vous y étiez, semble être aussi vouloir... J'y étais. Vous y étiez, je ne dis pas maintenant, je dis à une certaine époque. C'est de l'anthologie du mystère. On va en reparler, mais ce que je veux dire, c'est que la République populaire de Chine semble elle aussi vouloir appuyer le Burkina dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. En tout cas, fruit de la visite que vient d'effectuer le président Roch-Marc Christian Kaboré à Pékin, le président Xi Jinping demande en effet que le Burkina envoie rapidement une mission militaire dans son pays pour examiner l'ensemble des questions en matière de sécurité. Vous trouvez ça bien? Si on a dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Colonel, donc on va envoyer une mission militaire en Chine pour étudier l'ensemble des questions de sécurité. Je dois dire un diagnostic, un état des lieux et proposer... Avant d'aller à une telle mission, il faut que nous-mêmes nous asseyons pour définir le type de sécurité que nous voulons. Les moyens, donc, vous n'allez pas dire, colonel, aujourd'hui modernes. On ne sait pas déjà aujourd'hui le type de sécurité dont on a besoin. Nous avons tous été surpris par ce phénomène-là. Mais ça fait plus de 3 ans maintenant. Plus de 3 ans. La première... Le premier signe de terreur s'est manifesté en 1794. Tout à fait. Au lendemain de la Révolution française. De la Révolution française. Exactement. Dites-moi si la France a fini avec la terreur. La terreur existe toujours. Elle existe toujours. Elle est là, têtue. Oui, mais vous êtes diplomate et vous êtes militaire. La Russie, la Chine, la France, les États-Unis, tous pour la même cause sur le terrain de la lutte contre le terrorisme au Burkina. Comment on gère ça? La gestion en réalité ne devrait pas être difficile. Parce qu'il ne s'agit pas de forces disparates présentes sur un terrain. C'est une question de technique, c'est une question d'approche. Et lorsqu'on connaît ces techniques-là, ces différentes approches, il faut s'en faire une synthèse. Qu'est-ce qui convient à mon pays? Qu'est-ce qui convient dans l'environnement dans mon pays? On ne va pas aller transporter des choux, des tomates, des carottes et venir en faire un tout. D'accord. Alors, Raymond Edouard Urago, que dit le diplomate là-dessus? Je me dis que forcément, pour danser le tango, il faut être au moins à 2. Donc, véritablement, dans cette affaire, vous avez cité un certain nombre de pays, juste penser et que le pays qui se présente comme étant la première puissance mondiale aurait pu aussi faire des offres s'il ne l'a déjà fait. Donc, je pense que plus nous aurons des partenaires sur ce terrain-là, mieux nous nous porterons. Mais encore une fois, l'essentiel de l'effort doit être centré sur l'interne. L'extérieur ne venant que simplement comme appoint, c'est tout. Mais si à l'intérieur, les choses sont bien ficelées, il me semble que véritablement, pour reprendre une phrase que j'ai entendue il y a quelques années, en tout cas, la seule condition pour que les terroristes soient terrorisés, c'est que déjà à l'interne, on s'organise mieux. On s'organise mieux. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, le président du Faso, lui, il était donc l'hôte de Xi Jinping à Pékin pour un double événement. D'abord, une visite d'État pour relancer la coopération entre les deux pays après la reprise de leurs relations diplomatiques en mai dernier. Ensuite, le président du Faso a participé au 3e forum de coopération Afrique-Chine qui a drainé les délégations venues de la quasi-totalité des pays du continent noir. Tout d'abord, d'une manière globale, on peut donc dire que tout le continent allait faire ses emplettes à Pékin. Oui, si vous présentez ça comme ça, journalistiquement parlant, ça peut se comprendre. Mais aller faire des emplettes, l'important est que l'on ne revienne pas avec des paniers vides ou à demi-vides. C'est surtout ça, ou troués. Je pense que c'était bien. Peut-être même qu'avec le temps,
la formule même, vous savez, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous entreprenez des actions de cette dimension-là, la forme va importer autant que le fond. Avant, on parlait de sommet franco-africain d'abord, ensuite France-Afrique. Bon, il y a eu quand même des intelligences africaines courageuses qui ont dit non, on ne peut pas continuer comme ça parce que la France est un pays face à un continent. J'espère que pour les prochains sommets, on parlerait en ce moment-là de sommet Afrique-Chine. On le dit déjà, c'est Afrique, oui, c'est le forum. on le dit déjà, mais il faut le formaliser et le dire avec beaucoup plus de force parce que la qualité de la relation Afrique-Chine ne devrait pas nous empêcher de dire certaines choses. C'est comme cela aussi. Quand vous êtes des amis, il y a des choses qu'il faut baliser avant de poursuivre donc la coopération. Oui, mais à mon humble avis, c'est déjà formalisé, puisque même dans le sigle, il y a l'Afrique avant la Chine, donc c'est le forum de coopération Afrique-Chine. Bon, d'accord, oui, on verra bien. Colonel, quelle leçon peut-on retenir du déplacement du président du Faso? Je sais que vous êtes beaucoup plus intéressé aux questions sécuritaires, mais quand même, globalement, vous avez beaucoup voyagé, vous intervenez un peu partout. Quelle leçon on peut tirer de ce déplacement? Je crois que j'ai même eu l'honneur parfois d'être des délégations du ministère des Affaires étrangères. Exactement. Et je pense que ne serait-ce que pour ma propre culture, il faut avoir une ouverture horizontale sur le monde et sur ce qui se passe. Tout à fait. Et il faut dire que l'intérêt de cette visite, c'est que la première idée qui me vient en tête, c'est que notre planète, c'est un village aujourd'hui. C'est un village depuis longtemps. La mondialisation est là et on ne peut se passer les uns des autres. Et cette notion-là de monopole des États africains par tel ou tel continent doit disparaître. C'est terminé même. C'est terminé. Alors, dès cet instant, ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'au premier ère des indépendances, on se souvient que la Chine n'était pas loin des pays africains. Tout à fait. La Chine, comme le Japon, dans le langage même populaire, lorsqu'on disait d'un matériel, d'un produit, qu'il était chinois ou qu'il était zampon, pour dire japonais, Japon, bien sûr. Alors vous comprenez que c'est des États qui inspirent une certaine confiance et qui forcent à une prise individuelle en charge des États. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'il ne s'agira pas de s'asseoir et d'attendre tout. Nous revenons à cette notion d'aide. Qui doit tuer l'aide. Aujourd'hui, s'asseoir pour dire que des États viendront nous aider à nous débarrasser du terrorisme, par exemple. Alors qu'aucun des États, aucun État dans le monde actuel n'est sans risque. Vous avez vu le 11 septembre à New York, aux États-Unis? Tout à fait. Mais ils sont sortis de cette situation-là traumatisés. Exactement. Et je le dis parce que moi je suis membre de l'Institut du droit international humanitaire. Et au lendemain de cette attaque, nous avons été convoqués par les États-Unis. Tout frais payé pour venir redéfinir la notion de guerre. Et on était désolé, mais on a dit la guerre suppose au moins une agression entre deux États. Entre deux États, ce qui n'était pas le cas. C'est un individu. Et l'ironie du sort, c'est qu'on sait par qui il avait été formé, ce bonhomme-là. Alors donc, je crois que ce genre de visite, d'abord, s'inscrivent dans une approche qui doit faire comprendre, que ce soit aux individus ou aux États, que nous avons besoin les uns des autres. Les uns des autres. Alors, j'ai suivi cette visite du mieux que je pouvais à travers parfois les médias normaux, les médias officiels, parfois aussi à travers les réseaux sociaux. Et je pense que véritablement cette visite était essentielle. Encore que c'est vraiment dommage que nous ayons perdu inutilement 24 années, pratiquement un quart de siècle, avant de repartir du côté de Pékin. Rappelons-nous tout simplement ce bel ouvrage
ce livre qu'avait écrit M. Alain Peyrefitte, qui fut ministre français de l'Intérieur dans les années, disons, 75. Quand la Chine s'éveillera. C'était le titre du bouquin, et il attirait déjà l'attention des gens suffisamment subtils et intelligents sur le fait que cette Chine-là, qui est aujourd'hui dans l'état qu'on lui connaît, lorsqu'elle va s'assumer pleinement, mais elle va non seulement étonner, mais elle va détonner. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Moi, je veux vous dire une chose. Lorsque, de façon, j'allais dire, capricieuse, en 1994, le Burkina avait conduit à la rupture des relations avec la Chine, mais quand vous arrivez à Pékin, il fallait quand même voir. Le Burkina avait, je vous l'ai dit, pour autant que ma mémoire ne faillisse pas, le Burkina avait l'ambassade, la mission diplomatique la plus vaste de toutes les représentations diplomatiques ouest-africaines. Je ne serai pas prétentieux pour parler de toutes les missions diplomatiques africaines, mais en tout cas, au niveau de l'Ouest africain, le Burkina avait la mission diplomatique la plus vaste là-bas sur le terrain. Et les conditions dans lesquelles cela est arrivé, bon, chacun s'en souvient, mais c'est quand même dramatique. Qu'on ait perdu Vous étiez donc notre représentant à Pékin à cette époque, au moment où on a fermé donc... J'ai eu ce privilège-là d'avoir été le dernier ambassadeur du Burkina Faso à Pékin. Et donc, lorsque ce qui ne devait pas arriver arriva, il a donc fallu tout fermer, rapatrier le personnel diplomatique, rapatrier les affaires des diplomates, rapatrier les étudiants qui étaient dans quelques universités chinoises, rapatrier tout ce qu'il fallait rapatrier, avant maintenant de prendre le chemin du retour. Mais je dois reconnaître que les Chinois ont fait preuve d'une très grande retenue, parce qu'en fait, cette mesure ne s'appliquait pas qu'au Burkina, elle s'appliquait à tous. C'est la politique d'une seule et même Chine. Point barre. Dès lors qu'on renoue les relations avec Taïwan. Voilà, Taïwan qui était là pour faire son petit bruit. Bon, Taïwan est présenté en Chine et son Excellence le général Yang Shankun, auquel j'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance, m'a dit la Chine là, ce n'est pas 29 provinces, c'est 30 provinces, parce que Taïwan fait partie de la Chine. Voilà. Oui, alors, on ne va pas refaire cette histoire, mais oui. Vous êtes parti donc en dernier, vous êtes là, vous êtes parti, oui. On a fermé cette ambassade, oui. On l'a rouvert. N'y a-t-il pas une règle non écrite qui dit que vous pouvez reprendre le flambeau là où vous l'avez laissé? No comment. No comment. No comment. No comment, mais si on vous rappelait là-bas alors. No comment parce que je n'ose pas véritablement m'aventurer sur ce terrain-là. La Chine voilà. Et le Burkina sont en pleine lune de miel, un remariage de cœur, de raison, ou les deux? Ben, les deux à la fois. C'est pourquoi je pense que ce retour-là peut être bénéfique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on sait quel a été le long chemin parcouru par la Chine. La Chine a misé sur l'agriculture pour être ce qu'elle est aujourd'hui. On doit donc beaucoup apprendre de la Chine. On doit beaucoup apprendre de la Chine. Et cette visite nous conduira-t-elle vers ces chemins-là pour un développement plus intégré, plus harmonieux du Burkina? Ben, écoutez, cette visite, d'abord, on est allé pour prendre contact et connaître l'autre. Que peut-on tirer de ce dernier? C'est à nous d'en faire l'analyse. Pour le moment, on a tiré des accords, il y en a jusqu'à 6, notamment un cadre de coopération globale pour la période 2018-2020. Oui, mais c'est bien, mais il faut simplement dire que quelle que soit la générosité de nos amis chinois, nous ne pouvons pas faire du copier-coller. Il va falloir tenir compte d'un certain nombre de critères. Et comme je vous l'ai dit, vous savez qu'en Chine, comme dans pratiquement tous les pays normaux,
vous n'êtes pas fou, même lorsque vous êtes seul devant un feu tricolore, s'il est au rouge, vous restez au rouge, même à 2 heures, au petit matin. Nous ne pouvons pas continuer avec ce qui se passe actuellement dans la cité là. On a beau avoir les plans de développement les plus prodigieux, si déjà à ce niveau-là, on ne se calme pas, on ne redevient pas plus sérieux, on ne redevient pas plus patriote, je crois que tout le reste, ce serait simplement de la fumée. Alors, il faut introduire un peu de discipline militaire dans la cité, un peu d'instruction civique aussi. Discipline militaire, non, je dirais que la notion de discipline n'est pas mécanique, elle n'est pas exportable. Elle doit être créée dans chaque individu. Ce qui veut dire que ça commence depuis la naissance. De le bas âge. Et vous en voyez, par moment, certains parents disaient « Mon enfant est voyou, envoyez-le dans l'armée ». Non. C'est une éducation à la base. Il faut que nous en prenions conscience. Aujourd'hui, quand on parle d'incivisme, on a tendance à dire que c'est les enfants. Mais l'incivisme... Mais ils prennent l'exemple quelque part, ces enfants. Absolument. Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a, absolument. Il y a très peu d'enfants ingérables, entre guillemets, Ben oui. bon, qui soient issus de familles exemplaires. Il y a des familles normales dans lesquelles on assiste à ce genre de situation-là. Mais dans beaucoup de cas, vous verrez que ces enfants qu'on dit très difficiles sont issus parfois d'un environnement où véritablement, il suffit de lever le petit doigt et puis on a droit à tout. Moi, mes enfants n'ont pas eu droit à tout. Je ne crois pas que... Je n'ose pas imaginer que ça se soit passé autrement chez le colonel. Mais ça signifie aussi qu'il y a des prédispositions familiales qui créent aussi un environnement. Bon, et naturellement, ce qui devait arriver au niveau de ces familles est arrivé. Donc, aller envoyer des enfants dans l'armée parce qu'ils sont impossibles, donc c'est pratiquement une insulte à l'armée, à cette institution. Alors on n'a plus beaucoup de temps, mais il faut donc combattre l'incivisme, combattre aussi la corruption, avancer sur les problèmes de sécurité, résoudre progressivement ces questions-là. Un petit mot rapidement sur les accords paraphés. On note tout de même qu'il y a un échange de lettres sur les missions de faisabilité de l'hôpital de Bobo-Dioulasso, ainsi que sur la réhabilitation de l'hôpital de Koudougou. Il y a également... on peut dire que ces projets-là sont des projets qui vont dans le sens de l'amélioration du bien-être des populations, n'est-ce pas, colonel? Tout à fait. Il faut non seulement aller dans le sens de l'amélioration de ces conditions, des conditions des populations, mais il faut faire en sorte que ça ne soit que le coup de pouce qui va permettre au Burkina d'être ce qu'il doit être. Autrement dit, la politique de la main tendue n'a jamais développer un État, mais on a tous besoin parfois d'un plus petit ou d'un plus grand que soi. Mais fonder son développement ou sa sécurité sur l'aide extérieure, je crois qu'il faut beaucoup y réfléchir. Il faut y réfléchir. Parce que dans le langage, on dit, dans la philosophie populaire, que lorsque vous êtes sur la natte de quelqu'un, vous dormez par terre. Vous dormez par terre. Alors il faut qu'on trouve notre propre natte, qu'on travaille à réformer nos systèmes de sécurité, d'éducation, pour impulser une nouvelle dynamique de développement. D'État. Réformer l'État alors. Ben, la réforme de l'État, c'est le cadre, c'est la réforme mère. C'est la réforme mère, la réforme de l'État. Raymond Edouard Ouedraogo. Bien entendu, parce que ce sont des fondamentaux. Et quand on parle de la réforme de l'État, tout à l'heure en évoquant la question sécuritaire, nous avons dit qu'il faut sonner donc l'Alali. Il faut qu'il y ait donc union des cœurs et des esprits pour faire face au danger, à l'ennemi. Mais en même temps, si l'on veut changer de paradigme, il est indispensable que nous repartions, il faut recréer un vrai Burkinabé. Je vous ai dit que nous avons un nom. Nous portons un nom qui a une charge tout à fait extraordinaire. Le Burkina face au pays de l'homme intègre. Ce n'est pas simple. Oui. Donc, et chaque jour que Dieu fait, bon, nous nous comportons de manière à montrer que véritablement, bon, nous ne sommes pas plus intègres que quelqu'un.
Voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, donc il faut travailler à remettre un peu tout ça dans le bien bon sûr, ordre. bien sûr que c'est... Ça prendra sans doute du temps, mais il faut également travailler pour y arriver en mettant en place des projets prometteurs qui, associés à d'autres, pourront sans doute impacter positivement le quotidien des populations et améliorer le vivre ensemble. Un vivre ensemble que le terrorisme, sous toutes ses formes, est en train malheureusement et dangereusement de mettre à mal dans nos pays, dans notre pays. Saluons la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur ce terrain miné du terrorisme. Rendons hommage à tous ceux qui luttent pour repousser le plus loin possible les frontières du mal. Et ce soir, permettez-moi de rendre également hommage au Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui nous a quittés le 18 août dernier. Ce grand homme, oui, ce grand Africain, qui sera conduit à sa dernière demeure le 13 septembre prochain. Il avait en effet indiqué que, je cite, « Les actes de terrorisme ne peuvent jamais se justifier, quelque raison que l'on la puisse faire valoir. » C'est pourquoi j'emprunte aussi à Isaac Rabin, Premier ministre d'Israël, assassiné par un extrémiste juif en 1995, ces mots pleins de sens qui enseignent que, et le colonel sans doute ne le démentira pas, je cite, « Il faut combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation et négocier comme s'il n'y avait pas de terrorisme. » Fin de citation. Il appartient donc aux stratèges et autres spécialistes de la sécurité de trouver la bonne formule pour nous sortir du bourbier dans lequel nous enfoncent les terreurs qui affleurent de toutes parts. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Périscope numéro 44 que j'ai eu le plaisir de vous présenter et qui recevait Jean-Pierre Bayala. Il est consultant indépendant et pluridisciplinaire en réforme des systèmes de sécurité. Merci, mon colonel, de nous avoir honorés de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Également sur le plateau ce soir, Raymond-Edouard Ouedraogo, c'est un habitué. Il est journaliste, mais surtout ancien ambassadeur du Burkina, République populaire de Chine, le dernier qu'on ait connu avant la rupture des relations diplomatiques. Merci. Je voudrais vous remercier de m'avoir donc associé au colonel Bayala, qui, comme son nom ne l'indique pas, est de Réau, et lui-même m'appelle par mon petit nom Réau. Donc, Réau de Réau, qui rencontre un colonel de Réau. Merci voilà. d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à Clarisse Sorgo, merci à Clarisse Benao qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope, ainsi qu'aux équipes techniques et de production de Burkina Info, menées respectivement par Jean Fofana et Valérie Zongo. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre constante fidélité. Et n'oubliez pas, prenons soin les uns des autres et prenons date pour le prochain numéro de Périscope. Même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.